Et cette nuit, comme vous pouvez le savoir, je pense que l'information est tombée, plus de 200 kilos ont été saisis. Là encore, c'est de la cocaïne par la police nationale. Je veux simplement dire que lorsqu'on a des produits qui sont très purs, par exemple, comme la saisie des plus de 2 tonnes, ils sont vendus en étant découpés. Donc les 2 tonnes, il faut les multiplier par 3 ou par 4. Comme quantité susceptible d'empoisonner des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes. Et ça, ce sont des très très beaux résultats. Vous savez que aujourd'hui et demain, plus encore, la lutte contre la criminalité organisée, c'est un combat national, comparable au terrorisme. Il faut, parce qu'on a une menace qui est désormais existentielle, cette drogue, la drogue dure, est désormais disponible partout, dans les villes et dans les campagnes, et tout le temps. Pas seulement parce qu'il y a des points de deal, mais tout le temps parce qu'il y a le phénomène numérique des réseaux sociaux et notamment du bullshit. C'est une menace existentielle parce qu'à travers la corruption notamment, elle peut gangréner notre démocratie, ébranler nos institutions, et c'est la cause racine, je le vois moi, sur l'ensemble du territoire, d'une ultra-violence où on voit que ceux qui sont tués sont de plus en plus jeunes, ceux qui tuent sont aussi de plus en plus jeunes. Donc nous allons nous réarmer, comme nous l'avons fait d'ailleurs il y a 10 ans, contre le terrorisme, avec des résultats. Et c'est un combat qui doit être un combat national. Je suis venu ici au Havre parce que le Havre, c'est une grande plaque, une grande infrastructure en matière de commerce international. Et évidemment, les produits stupéfiants suivent très précisément ces infrastructures. Le Havre a intensifié notamment les relations commerciales avec le continent sud-américain. Et en intensifiant ces relations, évidemment, il y a des risques de stupéfiants. Je veux dire qu'on a ici, en matière de prise, de saisie, notamment sur la cocaïne, sur les saisies portuaires, le Havre, c'est 78%, près de 80%, avec là encore des saisies records. En 2024, c'est 13 tonnes, comme les saisies records au niveau national. 2024, c'est quasiment 50 tonnes, 47 tonnes de saisies de cocaïne. Alors qu'un an avant, c'était moins de la moitié, c'était 23 tonnes. Donc ça donne l'idée exponentielle de cette trajectoire de la saisie et donc de la fourniture et du déversement de ce poison sur le sol national. Alors je suis venu ici non seulement pour féliciter tous celles et ceux qui concourent aux résultats qu'on a eu et que nous aurons demain, bien sûr la gendarmerie nationale, la police nationale, le FAST, mais aussi les forces qui sont ici, notamment l'organisation sur le port. Bien entendu, c'est interministériel, le travail des douanes, et puis, évidemment, l'autorité judiciaire, puisque les enquêtes, nous les menons sous l'autorité de la procureure générale ou de la procureure du Havre. C'était le cas d'ailleurs pour la saisie de plus de 2 tonnes de cocaïne du 30 décembre dernier. Je suis venu annoncer qu'il y aura la création d'une CROS, d'une cellule de renseignement portuaire dédiée vraiment au port du Havre, avec un renfort en termes de police, un renfort en termes de gendarmerie. Il y a aussi bien entendu les douanes, 2 analystes aussi qui seront présents. J'ai annoncé la nomination au 1er février d'un nouveau patron de l'OFAS au niveau national, l'Office anti-stupéfiants, qui sera Dimitri Zoulas, qui est un très très bon connaisseur. Il était à la source de ce qu'on appelle le CIRASCO, qui est un service de renseignement, d'information, d'analyse stratégique sur la douane. Il a été sur la drogue. Il a été ensuite à la sous-direction antiterrorisme de la direction nationale de la police judiciaire. Il est actuellement dans les Balkans, donc il connaît parfaitement la géopolitique de la drogue, et il prendra la direction de l'OFAST sous la tutelle de la DNPJ, la direction nationale de la police judiciaire, à partir du 1er février. Enfin, ce que je veux dire, c'est que dans cette lutte, il va y avoir un instrument essentiel qui va être le texte de loi, le texte sénatorial qui va être examiné à partir du 28 janvier prochain. C'est un texte qui est fondamental, et avec ce texte, on va faire contre la criminalité organisée ce que nous avons fait il y a quelques années contre le terrorisme, avec des succès et avec des résultats. Il va y avoir une organisation différente, un état-major par exemple, pour le renseignement, pour les forces de sécurité intérieure, interministérielles, pour mieux se coordonner, comme on l'a fait d'ailleurs avec le terrorisme. Eh bien, nous le ferons aussi pour la lutte anti-stup. Il y aura aussi la spécialisation
de la chaîne judiciaire avec la création du PNACO, d'un parquet national spécialisé anticriminalité organisée, comme il y a eu jadis le PNAT, la création d'un parquet national précisément dédié à la lutte antiterroriste, et puis d'autres instruments contre le blanchiment, contre la corruption, là aussi, avec des techniques spéciales d'enquête. Bref, on va forger un nouvel arsenal, un arsenal législatif, un nouveau parquet, une nouvelle organisation pour qu'on puisse se rehausser à la hauteur de cette menace qui, je le rappelle, est une menace absolument existentielle pour notre pays. Et je me réjouis que ministère de l'Intérieur, ministère, là encore, de la Justice et le garde des Sceaux, nous soignons alignés sur ces mêmes objectifs. Attendez. Gérald Darmanin annonce une prison pour mettre 100 détenus sur le narcotrafic, 100 détenus, les mettre presque à l'isolement pour les surveiller. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Je n'en pense que du bien. Je n'en pense que du bien. Au moment où je vous parle, et j'ai en mémoire un certain nombre de faits que je ne peux pas révéler, mais il y a des trafiquants qui sont des têtes de réseau et qui, depuis leur prison diligente, commandite des crimes, Monsieur Amra, qui est aujourd'hui en cabale, c'est ce qu'il faisait depuis sa prison, avec un certain nombre d'outillages numériques, et ça c'est inacceptable. Donc je le redis, Gérald Darmanin a parfaitement raison de vouloir isoler les plus dangereux dans des prisons qui seront dédiées, parce que malheureusement, souvent, ces établissements pénitentiaires sont des passoires, et malheureusement, comment dirais-je, ces têtes de pont, ces têtes de réseau de cette criminalité organisée continuent leur trafic et leurs crimes depuis la prison. Depuis la prison. Comment on protège les travailleurs du port, notamment au Havre? Comment on les protège de la corruption, par exemple? Comment on les protège de la corruption? Par différents moyens. D'abord, il faut savoir que cette lutte contre la criminalité organisée, elle vise d'abord à protéger ceux qui sont en première ligne. Et ceux qui sont en première ligne, c'est tous les salariés, ceux qui travaillent sur le port. Ils sont dockers, ils sont manutentionnaires, ce sont des personnels, notamment des transporteurs, etc., etc. Et nous voulons les protéger. Pour les protéger, on a un certain nombre d'outils. Il y aura des enquêtes administratives qui doivent être criblées, qui doivent permettre, là encore, d'apporter une bonne réponse. Il doit y avoir, là encore, un déport sur la vidéo pour que ce qui se passe, par exemple, entre police municipale, police nationale, puisqu'on a des déports, là encore, de vidéoprotection. Il y a plus de 400 caméras de vidéoprotection qui sont installées sur le port. Continuer, bien entendu, à ce que tous les éléments de repérage, de traçabilité soient de plus en plus opératoires. C'est ce qui est encore à gagner. Il y a eu un certain nombre, vous le savez, avec le scanner mobile, mais aussi avec le TCT, le code, avec la lutte anti-drone. C'est un combat qui n'est jamais terminé, mais là encore, si on déploie un nouvel arsenal législatif contre le blanchiment, contre la corruption, je pense qu'on aura précisément des outils très puissants pour mieux les protéger. Certains experts parlent de tsunami blanc pour parler du flot de la cocaïne en France et estiment que ces saisies, bien qu'importantes, ne représentent que 5-10% peut-être de la cocaïne déversée en France. Est-ce que vous reprenez ce terme et est-ce que vous fixez un objectif? C'est une submersion, vous avez raison. Cette submersion, on peut en prendre la mesure quand on compare, par exemple, le nombre de prises. Je vous ai dit, on est passé en un an, 2023-2024, d'une prise, d'une saisie pour la cocaïne de 23 tonnes à 47 tonnes. Et pour autant, le prix ne bouge quasiment pas. Qu'est-ce que ça signifie? Un prix, c'est une information. Ça signifie que dans l'offre et la demande, malgré nos prises, il y a toujours plus de marchandises qui débarquent sur le sol français. C'est la raison pour laquelle il faut changer de braquet. Je pense qu'on est arrivé au bout d'un système où on a des policiers, des gendarmes, des douaniers, etc., une justice qui est intransigeante, qui est de plus en plus efficace, mais qui est totalement submergée et on ne lutte pas à armes égales. Et moi, ce que je veux avec le texte du Sénat, que j'avais un peu initié, puisque j'avais à l'époque déclenché cette commission d'enquête sur le narcotrafic quand j'étais président du groupe LR au Sénat, ce que je veux avec ce nouvel arsenal, c'est qu'enfin, il n'y ait plus cette asymétrie de moyens, qu'on puisse lutter enfin à armes égales avec ces narcotrafiquants. Vous avez parlé du scanner mobile, il est mis en place et actif aujourd'hui? Il est mis en place, il commence à être actif. Le directeur des douanes nous en a parlé il y a quelques instants. Une question pour M. Trémut et Philippe. Le Premier ministre
prépare sa déclaration de politique générale. Est-ce qu'il doit protéger coûte que coûte la réforme des retraites qui prévoit l'âge de départ à 64 ans? D'abord, je voudrais vous dire que je suis heureux que Bruno Retailleau soit au Havre. Parce que le sujet de son déplacement est essentiel. Il a parlé de lutte existentielle, il a raison. Nous luttons contre des narcotrafiquants. Ces narcotrafiquants menacent, enlèvent, corrompent, tuent, empoisonnent. C'est un combat très difficile. Et moi, je me réjouis que, dans la lignée d'ailleurs de son prédécesseur Gérald Darmanin, qui avait déjà intensifié avec l'ensemble des services de l'État la lutte contre ces narcotrafiquants, nous puissions aujourd'hui passer encore une étape. Ça n'est pas du tout. Il y a une omerta sur ça. Non, je n'en parle qu'en présence des représentants de l'État. Et je ne m'exprime en matière de sécurité ici qu'avec les représentants de l'État, car c'est une lutte conjointe et je ne mets jamais une feuille de papier à cigarette entre les positions de l'État en matière de sécurité au Havre et les miennes. Jamais. Donc ce combat, il est absolument essentiel et je suis très heureux que l'État le comprenne, que le gouvernement le comprenne et qu'il consacre des moyens supplémentaires à cette lutte. Et je veux remercier Bruno Retailleau de sa détermination et de sa venue ici. Sur les retraites, Monsieur le Premier ministre? Je le remercie assez volontiers aussi sur sa détermination sur les retraites, mais enfin il s'exprimera. Sur la question, écoutez, c'est très simple. Je pense que, aussi désagréable cela puisse-t-il être pour tout le monde, il faut avoir le courage de se dire la vérité. La vérité, c'est que notre système financier, notre système budgétaire, notre situation financière et budgétaire ne sont pas bonnes. La vérité, c'est qu'une bonne partie de cette situation financière et budgétaire mauvaise tient au déséquilibre du système des retraites. La vérité, c'est que partout en Europe, partout, quels que soient les gouvernements, lorsqu'il a fallu sauver les systèmes de retraite, cela s'est traduit par un travail plus long au cours de la vie. On n'a pas forcément envie de l'entendre, mais c'est un fait en Italie, en Espagne, partout en Europe. Et donc, tout ce qui va dans le sens de l'illusion et d'un retour en arrière, d'une suspension qui ne permettrait pas de gagner du temps, mais qui conduirait immanquablement à accélérer la crise financière et la crise budgétaire, me paraît, de mon point de vue, une mauvaise idée. Je le dis parce que je le pense, je ne le dis pas pour exprimer des lignes rouges, je le dis pour exprimer des lignes qui sont claires. Nous devons regarder la réalité en face. Discuter sur le système de financement des retraites demain, pourquoi pas? Ça n'est jamais mauvais de discuter avec l'ensemble des organisations syndicales, pourquoi pas? Mais revenir en arrière, perdre du temps, placer la France dans une situation financière plus critique, me paraît une mauvaise idée. Vous l'avez dit au Premier ministre? Écoutez, je suis sûr qu'il écoutera ce que vous aurez à lui dire. Le Premier ministre, justement, qui prépare sa déclaration de politique générale, vous êtes déjà passé par cet exercice, vous avez un conseil à lui donner? J'ai aucun conseil à lui donner. Le seul conseil que je donne aux gens que j'aime bien, c'est d'être eux-mêmes. En tout cas, c'est un conseil que j'essaie de m'appliquer à moi-même et depuis que je me l'applique, je me porte mieux. Et s'agissant du Havre, du coup, c'est vrai que la ville, comme vous l'annonciez, il y a de plus en plus de trafic de cocaïne. Ça a un impact forcément sur les Havrais qui voient leur ville exposée comme ça au niveau du trafic de cocaïne. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, au Havrais? On doit lutter. On doit lutter et on doit le faire avec l'ensemble des autorités portuaires, l'ensemble des acteurs du monde portuaire. C'est un combat difficile, mais c'est un combat qu'il faut mener et auquel ils ne font pas renoncer. Moi, je sais combien les travailleurs portuaires, les dockers, sont inquiets de cette situation, parce qu'ils sont directement concernés, parce qu'ils sont soumis à la pression et aux menaces, parce qu'ils le savent. Ils n'aiment pas en parler, c'est vrai, mais ils savent parfaitement qu'ils sont soumis à ces menaces. Et donc, il faut les accompagner et je rejoins tout à fait ce que disait Bruno Retailleau. Mettre en place des systèmes, des moyens qui permettent de lutter efficacement contre les trafics, c'est protéger les travailleurs portuaires. Vous en discutez avec eux, les travailleurs portuaires et les dockers? Bien sûr que je discute avec eux de l'ensemble de ces sujets, évidemment. C'est nécessaire, c'est indispensable. Et j'écoute ce qu'ils ont à me dire. Et même, il m'arrive d'en faire la transmission et le message aux autorités de l'État. Monsieur Retailleau, c'est une dernière question. Vous parlez des drogues dures. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de la différence attendue des drogues des synthèses, qui sont d'origine différente, qui sont des détournements de médicaments, ne va pas compliquer votre tâche? Tout est compliqué et on a toujours malheureusement un temps de retard sur ces narcotrafiquants. Je participais il y a quelques semaines à un G7 des ministres de l'Intérieur. Il y avait donc le collègue et la collègue, puisqu'ils sont à deux à tenir le poste aux États-Unis, qui me disaient la catastrophe que représente le fentanyl sur les États-Unis. Je disais à l'instant aussi que quand on observe l'espérance de vie aux États-Unis,
La baisse de cette espérance de vie est due notamment à cette espèce d'épidémie, le terme est impropre, mais de plus de 100 000 morts d'overdose et notamment de fentanyl. On a, il y a quelques semaines, découvert et saisi sur le sol français ce type de produit. Donc pour l'instant, nous n'en sommes pas à une invasion comme peut le connaître par exemple le continent américain, mais on est très précautionneux parce qu'on sait parfaitement qu'il y a une mutation et qu'ils utilisent vraiment toutes les molécules, tout ce qui est possible et imaginable pour empoisonner les gens. Et il faut être très très précautionneux. Encore une fois, pour rebondir sur ce que disait Édouard Philippe, on a des résultats actuellement en France, je le vois bien, en matière notamment de délinquance, que lorsqu'on a un continuum de sécurité. Et demain, on aura des résultats que si on est capable d'être tous en ligne, de monter tous au créneau, parce que ça nous concerne tous. Bien sûr, l'État, c'est pas seulement le ministère de l'Intérieur, c'est aussi la justice. J'ai parlé d'ailleurs des procureurs de la République, évidemment. J'ai parlé de Bercy, avec les douanes, mais il y a aussi la police municipale. Il y a aussi les autorités portuaires, il y a aussi les compagnies, notamment de transport maritime. C'est en s'alignant tous, en nous unissant, en présentant un seul et même front que nous aurons une efficacité. J'en suis absolument convaincu. Et nous l'aurons. Et vous verrez, il nous faudra du temps, mais ce combat, nous le gagnerons. L'OFAS, c'est combien d'agents au Havre maintenant L'OFAS, ça doit être le directeur général, une grosse vingtaine. Et on va renforcer un petit peu dans le cadre de la cellule de renseignement, la CROSS portuaire, que j'ai annoncé il y a quelques minutes. Voilà. Et l'arrivée des nouveaux douaniers, du coup, au Havre, qui avait été annoncée également. C'est fait. Il y a une quinzaine, je crois. Quinzaine de douaniers. Voilà. Ça ne dépend pas de mon ministère, pardon. Mais on en a parlé il y a quelques instants en réunion, bien sûr. Simplement, on a entendu dire qu'un retour en arrière sur les retraites, ce serait un mauvais signe. C'est aussi la ligne de Laurent Wauquiez. Ah ben vous lui poserez la question. Vous lui poserez la question alors. Non mais il a répondu. Lui aussi il partage le point de vue. Et pour vous, est-ce qu'il y a un retour en arrière sur les retraites? Je vais simplement dire deux choses, très simplement et très clairement. La première chose, lorsque le texte sur les retraites a été débattu au Sénat, j'étais dans l'opposition. Et croyez-moi, je l'ai porté. Je l'ai porté comme si c'était un gouvernement de ma famille politique qui présentait ce texte. Je l'ai porté parce que il me semblait correspondre à ce que je pense être l'intérêt supérieur des Français et de la nation. Je souhaitais qu'on puisse sauver cette belle solidarité intergénérationnelle qui est le régime par répartition. C'est la première chose. Je me suis battu pour faire en sorte que les petites retraites, que les retraites des femmes puissent être revalorisées. Deuxième élément, je veux dire que dans cette réforme, lorsqu'elle va s'appliquer dans son plein exercice, si j'ose dire, en 2030, en France, nous serons le seul pays d'Europe à partir en retraite sur l'âge légal à 64 ans. Vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut négocier à nouveau, j'en suis même absolument certain, et je pense qu'il y a du grain à moudre pour ce dialogue social. Je vais en citer deux ou trois. Par exemple, la question de l'usure professionnelle. Par exemple, parce que dès lors qu'on recule l'âge, il y a la question de l'emploi des seniors. Nous avions au Sénat fait une proposition d'un CDI senior pour encourager justement l'emploi des seniors et le taux d'emploi qui est absolument capital si on veut gagner en prospérité. Il y a aussi la question des femmes. Il y a bien d'autres questions. Il y a beaucoup de questions. Et je pense que... Écoutez, pour l'instant, je ne sais pas quel sera le contour de la proposition qui pourrait être faite. Simplement, je rappelle ma conviction, je rappelle la position que j'ai toujours eue. Et je ne suis pas un homme à en changer. Merci beaucoup. Merci.